Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Évidemment, on va s'intéresser aux vrais gens. Je le disais tantôt à l'entame, la CMIS et le commissariat central de Matoto accusés par les bouchers du marché de Matoto donc de confisquer leur lieu de vente depuis le 2 septembre dernier. L'affaire est devant la mairie de Matoto qui à son tour parle de mesures dissuasives de circonstances en attendant donc la construction d'une boucherie moderne. Comment on est arrivé là? On en parlait hier dans le morning. Pourquoi cette mesure? M. Abdoulaye Kagyan Diallo, porte-parole des bouchers, et le secrétaire de la mairie de Matoto, Sekou Konté, ils vont s'exprimer ce matin chez les GG. On va essayer d'écouter aussi Thibou Camara, depuis l'étranger, qui va intervenir en direct ce matin chez les GG. On va revenir sur cette affaire rocambolesque du côté de l'ONT, la Junior, dans tous ces états Bakadialo. Oui, la Junior, on ne sait pas si il a beau jeu d'être dans tous ces états ou pas. C'est une question qui mérite d'être posée. Attendez, Djibril, je sais que vos lèvres vous démangent, mais attendez que je plante le décor. Alors, ce qui s'est passé hier, je l'ai évoqué comme aime bien le dire Djibril, je l'ai évoqué subrepticement, que la Junior risque d'aller en bras de fer avec son ministre de tutelle, M. Moussa Condé Tatavieux. Ce qui se passe le 9 novembre dernier, M. Lai Junior Condé a signé donc cette décision que voici. Donc c'est une note de service qu'il a prise dans laquelle il ordonne en article 1er à son adjoint, le directeur général adjoint de l'Office national du tourisme, donc d'installer des chefs de division au premier étage, au même niveau que la direction générale. Si vous connaissez le ministère du tourisme, il y a tout un bâtiment qui est affecté à l'ONT, l'Office national du tourisme. Donc il ordonne à son adjoint donc de faire installer au premier étage, au même niveau donc lui, ses bureaux à lui, des cadres qu'il venait de nommer. Et à cet effet, il instruit à son adjoint donc de veiller particulièrement à la libération effective de tous les bureaux occupés par d'autres services et par des tiers dans les 72 heures. Les grandes gueules. Une injonction ferme. Et dans la même note de service, donc il demande à son adjoint donc de veiller particulièrement aussi à l'installation dans leurs fonctions respectives des cadres nommés. Donc il y a un chef de la division administrative et financière qu'il a nommé en la personne de Chérif Khalidou Diallo, un chef de la division règlement et contentieux en la personne de Ousmane Maomi, et un chef de la division ressources humaines en la personne de Madame Kaba Sanaba Keita, et enfin un responsable de la division exploitation en la personne de Ousmane Bella Diallo. Il précise que dans le lot, donc il y a 2 contractuels qui ne sont pas payés sur la grille salariale de la fonction publique, et par contre ils sont payés sur le budget de l'ONT. Alors, c'est cette décision, donc cette note de service qui a été prise par M. Lai Junior Condé le 9 septembre. Entre-temps, les cadres donc qui ont été enlevés ou donc auxquels on a retiré donc des bureaux vont donc entrer dans une sorte de démarche pour contester ou attaquer cette décision. Ils sont allés voir jusqu'à la présidence de la République pour dire que c'est une décision. Oui, c'est important que c'est une décision qui ne peut pas prospérer. Ouais. Alors, dans la foulée, donc hier, on a reçu donc une copie de la lettre du ministre de l'hôtellerie et du tourisme, M. Moussa Condé Tatavieux, qui invoque une instruction du Premier ministre donc de ne procéder en ce moment à aucun mouvement de personnel. Donc le ministre Tatavieux s'appuie sur cette instruction pour faire annuler la décision du directeur général de l'ONT. Voilà donc la pomme de discorde entre les deux. Il parle de décret, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Oui, non, c'est important. Il y a un moment, il faut qu'on arrête un petit peu. Pourquoi il parle de décret? Attendez, qui dit gouverner, il faut être vraiment ferme, quoi. C'est très important. On a eu la Junior Condé dans cette émission. La dernière fois, quand le ministre est intervenu, 2 fois même, on a eu dans cette émission. Et je savais quelque part qu'il faisait des pitchs un petit peu à la Junior Condé. Il m'a même traité ce jour-là de tocard. Quand je dis c'est qui ce tocard-là? Vous vous rappelez ce jour-là? Aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, là, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Je termine. Pourquoi il parle de décret? Oui, parce qu'il y a un décret qui a été signé par le président de la République
portant statut, attribution, mission et fonctionnement de l'ONT. En son article 1, il est précisé que l'ONT est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial. Attendez. Il faut le préciser. Oui, mais est-ce que on n'est pas sûr que l'ordre soit venu du président? Non, attendez, Moussa. Mais il y a quand même une disposition de ce décret, l'article 32 qui dit ceci, je vais le lire intégralement. Le directeur général de l'ONT assure le recrutement du personnel nécessaire, soit par la mise à disposition ou détachement des fonctionnaires, soit par contrat de travail avec après appel à candidature. Donc c'est la latitude que lui confère le décret du président de la République. Et un peu plus loin, le décret dit dans le cadre des lois et règlements intérieurs, il exerce, donc je parle du directeur général, il exerce le pouvoir disciplinaire. Il peut donc procéder à des licenciements, remise à la disposition de l'administration d'origine des agents placés sous ses ordres. Dans ce cas, à quoi ça sert un ministère? Eh bien, non, c'est quand même, il faut rappeler. Ton directeur, à quoi ça sert un ministère? Il faut rappeler ce que dit le décret. Le décret portant statut, fonctionnement et mission, attribution, c'est important. Et si il était que l'AS Junior s'est appuyé sur cette disposition qui quand même lui donne ce plein pouvoir de nommer et de révoquer, donc de procéder même à des licenciements, hein, si cela est vrai, donc on se pose la question de savoir est-ce que c'est ce décret, donc l'esprit de ce décret qui doit prévaloir, ou une instruction du Premier ministre. En tout cas, moi personnellement, j'ai fini. Moi, j'ai pas vu copie de cette instruction, mais si tant est que cette instruction existe, est-ce qu'elle fait blocage donc à l'application du décret du président de la République? C'est une question qu'on se pose. Allez-y, Avocat, vous avez raison de dire que l'envie me démange de parler. Tout comme vous avez raison de vous poser cette question, est-ce que l'ingénieur doit s'effaroucher du fait d'une lettre que lui a adressée? Vous l'avez pas vu s'effaroucher, hein? Non, écoutez. C'est le monde dans tous les sens. Tu ne peux pas le cacher. Quand même, il est important de faire... Ici, on est libre. Oui, il est important de faire un certain nombre de décisions. Le décret dont parle Aboubacar Diallo, c'est un décret qui vient en fait réparer une grossièreté juridique. Parce qu'avant, l'ONT était régi par un arrêté conjoint, ce qui était une grossière erreur juridique. Pourquoi je le dis? Parce qu'un arrêté, selon le parallélisme des formes, un arrêté même conjoint n'est pas opposable à un autre arrêté. C'est pourquoi le président a beau fait de prendre un décret pour réparer cette grossièreté juridique, mais aussi donner des moyens fonctionnels et structurels à l'ONT pour lui permettre de mettre en œuvre ces projets. Ça, c'est important. À la question de savoir si l'AS Junior Condé doit s'effaroucher par rapport à une note de service, eh bien, c'est une question qui ne mérite pas d'être posée. Il y a les gens parlent souvent d'autonomie des EPIC. L'autonomie des EPIC ne signifie pas indépendance. L'AS Junior Condé relève d'un département. Non, attendez. Non, je vous parle du droit. Ce n'est pas Gibril qui parle. Bien. L'autonomie ne signifie pas indépendance. Parce qu'il y a les EPIC relèvent... On peut en discuter, mon grand, quand même. Mais non, mais attendez, quand même. Indépendance auquel plan? Non, mais on peut discuter. Indépendance auquel plan? Moi, je pense que tout ceci, ça a été nourri par l'AS Junior Condé. Je suis désolé de le dire. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais c'est vrai. Quand on prend un petit peu le cas de ce qui se passe du côté de l'OGP, lui s'est fait respecter. Exactement. Il y a un moment, il faut qu'on arrête un petit peu. Oui. Là, on l'a mis là parce que le président a confiance en lui. Oui. Donc, s'il encaisse, il continue à encaisser les coups. Alors, le gars, il vient, à tout et... Attends, à un moment, il faut qu'on arrête un petit peu. Mais non, sortons des chantiers battus, sortons de il faut être réaliste à un moment donné, Gibril. C'est pas du tout émotionnel. Tu me connais dans ce sens-là. Non, je sais. Voilà. Je sais. C'est pas de l'émotion. Je n'en doute pas. Il y a des textes de loi qui régissent les deux structures. L'ONT est un EPIC. Peut-être qu'il est victime de son cœur, là. Non, oui, qui relève d'un département. Qui exerce sur l'ONT une tutelle administrative. Quel cœur? Il y a une décision qui a été prise. Il y a une injonction du Premier ministre qui, en attendant d'avoir des preuves, il y a ce qu'on appelle le principe de bonne foi. Donc, le ministre qui a invoqué cette injonction du Premier ministre est présumé être de bonne foi. Il estime, il a adressé, ce qui est tout à fait normal, il a adressé une lettre d'information à l'AS Junior Condé pour lui dire, votre décision viole une instruction du Premier ministre, ce qui est tout à fait normal. Parce que quand le Premier ministre prend des instructions, c'est au ministre de relayer ces instructions-là par des lettres d'information adressées à leurs collaborateurs. C'est ce que le ministre a fait. Ce que l'AS Junior peut faire,
le ministre lui a adressé cette lettre, à charge pour lui de rapporter cette décision. Parce que non, mais laisse-moi finir. Je ne peux pas vous laisser continuer. Non, à charge, vous n'êtes pas déposé. Tu me laisses terminer. Je t'ai écouté, tu as eu tout le temps de parler. À charge pour la le ministre a annulé la décision. Il n'est pas. Non, on ne peut pas dire à charge à l'AI Junior de faire rapporter. Mais c'est une confusion. Non, c'est toi qui fais de la confusion. Non. Le ministre a annulé la décision de l'AI Junior. C'est clair. Pas du tout. C'est ta lecture ça, parce que tu comprends pas effectivement ce qui se passe. À charge pour l'AI Junior Condé de rapporter la décision, parce qu'en droit, qui peut le plus peut le moins. C'est lui qui a pris la décision de nommer. Il peut également rapporter cette décision en prenant une norme de même valeur. Parallélisme des formes exige. Il faut dire à l'AI Junior Condé qui n'est pas sur un 6e continent. Il dépend d'un ministre de tutelle qui lui donne des instructions. Parce que moi, j'ai pris langue avec certains responsables du département et qui me disent clairement que l'AI Junior Condé se croit au-dessus des textes. Non, je vous le dis. Ouais. Non, mais qui me l'ont dit. Que l'AI Junior Condé se croit personnaliser le texte. Non. S'il te plaît, vas-y. Mais là, je ne comprends pas ce matin. Pourquoi Bouaka s'effarouche? Non, il est en train de s'effaroucher. Merci. Il accepte la vérité. Bien. Moi, j'ai pris langue avec certains départements. Il semblerait qu'au cours des réunions, que l'AI Junior Condé soit souvent amené à hausser le ton vis-à-vis de son ministre de tutelle. À un moment donné, il ne faut pas que les structures politiques du RPG surplombent l'orthodoxie administrative. C'est ça la vérité. Indépendance, autonomie financière, oui. Mais autonomie financière ne signifie nullement indépendance. Merci beaucoup, Djibril. Allez-y, Ahmed, votre analyse là-dessus. Ce qui se passe là, c'est vraiment un désordre total. Oui, c'est vraiment un désordre. Moi, j'aimerais poser plutôt la question au président de la République. Dès qu'il est arrivé, l'une de ses premières phrases, c'était quoi? Il dit qu'il a trouvé un pays, il n'a pas trouvé un État. Ouais. J'aimerais bien évidemment lui poser la question, qu'est-ce qu'il a fait de ces 5 ans? Est-ce qu'il a pu créer même l'embryon? C'est la question que je me pose, parce qu'il y a des zizanies partout. On a vu le premier dossier qu'on a traité. Le premier dossier, c'est exactement quoi? On a parlé de ce cas de viol. 0. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. On a parlé du cas de Tiegboro, ce monsieur qui s'est fait expulser, où on floue carrément les décisions du procureur de la République. On s'en fout de lui. On le met à côté et ils font ce qu'ils veulent, ce qui est très très grave. Et le troisième dossier qu'on est en train de parler, c'est l'affaire l'AI Junior. Alors, qu'est-ce que les tests nous disent? Il faut appliquer les tests. Il y a des tests. Les tests nous disent quoi exactement? Donc moi je n'aimerais pas revenir dans tout ce que Djibril a dit. Il y a des tests, appliquons les tests. Monsieur le ministre de la réforme de l'administration, vous étiez dans interpellé dans cette émission. Il a été interpellé et il a dit qu'il allait mettre les bouchées doubles. Il nous a donné un deadline qui est très proche, mais je ne vois pas ce qui a été fait. Alors, appuyez encore sur l'accélérateur, sinon on risque de se retrouver dans un désordre total durant ce deuxième mandat du président de la République. On est dans une administration, vous comprenez. Moi, je ne voulais pas tomber dans les débats personnels, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans une administration où vous avez le Premier ministre qui est nommé par décret, vous avez un ministre qui est nommé par décret, vous avez un directeur qui est nommé par décret, vous un planton qui est nommé par décret. Alors, chacun porte sur son dos la copie du décret et personne n'a envie de respecter. Mais oui, écoutez, personne n'a envie de respecter l'ordre de la hiérarchie. Mais oui, lorsqu'il y a un conflit, il y a un conflit au sein de l'administration, vous vous rendez compte que chacun se targue d'avoir été nommé par décret, on se boursoufle la poitrine. Écoute, moi, le décret qui t'a nommé, c'est le même décret qui m'a nommé. Je ne suis pas juriste, je ne lis pas les textes qui régissent cette ONT. Moi, je vous relève le problème général de l'administration. Je vous dis simplement, il faut que le président de la République prenne sa responsabilité. Il faut qu'il arrête de nommer tout le monde par décret. Il faut que la hiérarchie administrative soit respectée. Il faut que quand un premier ministre dit à son ministre de faire respecter telle autre décision ou d'annuler telle autre décision car le directeur a pris, que le directeur se soumette et qu'il n'ait aucune valeur pour se boursoufler la poitrine pour dire que moi je suis sur la même hiérarchie que vous. Mais si, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Arrêtez. Tu n'as pas le monopole de la vérité. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je n'ai jamais le monopole de la vérité, mais ce que je dis, c'est une vérité absolue. Il y a beaucoup de décisions qui sont... C'est ta vérité. Non, il y a beaucoup de décisions qui sont prises ici et qui ne sont pas respectées. Pourquoi? Chacun se fait
le plaisir de dire que je suis proche du président de la République, j'ai les mêmes prérogatives que toi. Le président de la République a pris un décret pour te nommer, il a pris le même décret pour me nommer. Tu ne peux pas m'enlever à mon poste, c'est le président de la République qui peut le faire. Donc je ne suis pas obligé de respecter ta décision. Et c'est ça la grosse pagaille dans cette administration. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup. Allez, Moussa Moïse. Oui, là je suis à la tête d'un EPIC. Abaka l'a rappelé. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Mohamed Djibril Kamara a dit plutôt. Mais il est important de souligner une chose. Là, Junior Condé doit s'attaquer aux vrais problèmes qui minent le secteur de la promotion du tourisme à Guinée. Ouais. Il y a un beau hôtelier, beaucoup d'hôtels sortent de terre. Le chef de l'État met les moyens qu'il faut en partenariat bien sûr avec des fonds, des capitaux étrangers. Il faut profiter de cela pour faire valoir ce qu'il vaut réellement à la tête de cet office. Mais parce que moi je comprends pas. S'il n'a pas les mains libres. Non. Si. Ce débat est dépassé. Mais non, c'est pas dépassé. Est dépassé. Ce n'est pas dépassé, Moussa Je vais vous dire une chose. Voilà. Je vous donne un exemple. Ouais. Je vous donne un exemple. Ouais. Être à la tête d'un EPIC, c'est vrai, on parle d'autonomie de gestion. Mais il y a un cordon hiérarchique qui vous lie au ministère de tutelle. J'ai pas dit Sinon, le on n'avait contraire. pas parlé du ministère de tutelle. J'ai pas dit le contraire. Alors moi, je vais vous dire une chose. Les juniors, j'apprends qu'il y a plus de 100 formes de taxes qu'il peut imposer pour renflouer les caisses de l'ONT. Les juniors doivent s'attaquer au problème. Il faut arrêter ces combats avec sa hiérarchie, ça n'a pas de sens. Bien. Je pense qu'il doit prendre l'exemple sur Paul Moussa Diawara, qui a eu quelques bras de fer avec son ministère de tutelle, mais après les choses sont rentrées en ordre. Il est tellement ingénieux qu'il part jusqu'à relever de vieux décrets qui parlent de taxes au niveau des radios. Il faut faire ce pourquoi le président vous a mis là. Faites votre boulot. Les guerres de la sorte, on n'en a plus besoin. Maintenant, ça fait plus de 2 ans qu'il est à la tête de cet office. On veut des résultats. On n'a pas besoin de ce genre de choses. Allez-y, Abaka Diallo. Non, je conclus en embouchant la même trompette que Moussa. Là, sur ce plan-là, je pense que c'est une vérité qui est partagée. La junior doit se payer de plus d'audace, en tout cas dans les fonctions, dans l'exercice, l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose et je pense qu'il doit dépasser ces querelles de clocher, excusez-moi l'expression, pour s'attaquer aux vraies questions de promotion et de développement de notre tourisme. Il y a un boom hôtelier, Moussa l'a rappelé, dont il peut profiter aujourd'hui pour développer le tourisme d'affaires. Mais rien n'est fait. On est encore dans ces débats, concernant l'application des textes, comment rentrer dans ces droits en parlant d'attribution. Je pense qu'il faut dépasser cela. Et cette affaire, à mon avis, n'a aucun sens. Les juniors doivent se ressaisir, se rasséréner pour donc aller au véritable combat. Titi. Oui, absolument. Quand vous parlez d'hôtel, écoutez-moi, quand vous parlez d'hôtel, etc., vous parlez de résultats, vous parlez d'hôtel, et de plages, etc. C'est bien, mais vous avez fait un tour à l'ONT. Moi, j'y étais hier. Ben oui, j'ai été. J'y étais hier. Vous avez fait un tour? Ben oui, Qu'est-ce qui vous montre que... Alors, entrez dans les locaux, qu'est-ce qui vous montre que vous êtes dans un office de tourisme? Il n'y a rien, il n'y a aucun vestige, c'est vide, mais c'est vrai, c'est le lieu, c'est le lieu. Quand vous prendre la hauteur, Obi, s'il te plaît. Voilà, allez. On va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, parce que ça chauffe dans ce studio, franchement, je ne contrôle plus rien. On revient dans un instant. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Encore une demi-heure à passer ensemble sur cette antenne. Merci de votre fidélité jour pour jour, 3 mois, 27 jours. Disparaissait donc Chérif Diallo, toujours pas de nouvelles de ce côté. On espère en tout cas que les autorités vont se bouger. Beaucoup de messages sur notre plateforme GGO 437. On y va là-dessus avec Garé qui nous écrit ce matin. Bonjour Lamine, la junior doit respecter la hiérarchie. Il n'est pas supérieur que les autres. Il se sent plus fort que son ministre. N'importe quoi. Diaré Suleiman, donc du côté de Agip Guinée, qui nous envoie ce message. Voilà. La junior, on se calme. Hein. Voilà. Pour l'instant, voilà. Allez, sur d'autres messages que nous recevons en direct, Lamine Thibault a une autre cible, les commerçants. Voilà, donc ça, en plus, c'est un commerçant qui réagit ce matin en direct. On va rester là-dessus avec toujours les messages reçus GG au 437. Lamine, je crois que Djibril mélange des sujets. Nous parlons de viol d'une fille
pas un consul, pas de violence conjugale, quand même. Donc, oui, il n'était pas là, donc il fallait vraiment qu'on le rebranche quelque part. On y va avec notre plateforme GGO 437 toujours, hein, voilà. Avant de l'appeler en direct ce matin, voilà, allez, on va y aller. Là-dessus, GGO 437 avec ces messages des auditeurs. Ça ne s'ouvre pas, donc ça va être compliqué. Allez, Abakar, on y va. Oui, il y a Thibou Kamara donc, que nous allons appeler, ouais, qui est ancien ministre d'État sous la transition. Il vit en exil depuis de longues périodes. C'est important aujourd'hui qu'on ait son avis et son analyse sur la recomposition qui est en cours du paysage politique guinéen, mais aussi ses rapports avec le président. Beaucoup de choses, beaucoup d'informations circulent sur son compte. On dit qu'il a été appelé par le président Alpha Condé, et quelle va être la suite de cet entretien téléphonique? Est-ce qu'il est, il est dans une logique aujourd'hui de revenir se remettre au service de son pays? Donc c'est autant de questions qui méritent de lui être posées, et Thibou Kamara vit cet exil-là, vit le poids de l'exil comme Baouri aussi, qui a été rencontré par le président Alpha Condé à Paris. Et est-ce que le président est dans une dynamique aujourd'hui, dans une logique de rassemblement, de faire revenir donc au pays tous ces exilés politiques? Et ce sont des questions qui méritent d'être posées. Voilà, on va essayer d'appeler Thibou Kamara dans un instant, évidemment, qui va revenir un petit peu. Alors, Ahmed, ça vous explique quoi tout ça? Allez, il est en direct, hein, je pense. Thibou Kamara, voilà. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue. Voilà, c'est clair que ces derniers temps, on parle beaucoup de votre rapprochement avec le chef de l'État. On apprend que d'ailleurs, il vous a appelé. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé et quelle est votre vision aujourd'hui de la situation? Je pense qu'on ne peut pas parler de rapprochement puisqu'il n'y a pas eu de conflit dans le passé. Mais il faut se réjouir que nous ayons pu avoir cet échange qui s'inscrit dans l'esprit et le climat d'apaisement que nous souhaitons tous pour d'autres pays. Et je pense qu'aujourd'hui, le deuxième mandat qu'il entame doit être fondamentalement différent du premier. Non, monsieur Thibou Kamara, avant de vous laisser continuer, moi je suis surpris, monsieur Thibou Kamara, s'il vous plaît, avant de vous laisser continuer, souvenez-vous que dans la même émission, vous nous avez signalé que quand vous avez décidé de sortir, quand le président Alpha Condé était élu, ça a été quand même des problèmes. Toute une gymnastique. Quand vous me dites qu'il n'y avait pas de problème. Il ne faut pas considérer des anecdotes de la vie comme étant des événements politiques majeurs ou des obstacles insurmontables lorsqu'il s'agit de parler de l'avenir et du devenir de notre pays. Les problèmes personnels ou les conflits personnels, pour moi, ne constituent en rien un obstacle ou un frein au progrès de notre pays. Il faut justement faire cet effort de déplacement nécessaire pour chacun d'entre nous. Monsieur le ministre, une union nationale indispensable à la stabilité de notre État et à la prospérité de notre pays. Voilà. Thibou Kamara en direct ce matin chez les GG. Mohamed Djibril Kamara. Alors, une question. Vous semblez dédramatiser les rapports difficiles que vous aviez par le passé avec le chef de l'État. Mais on vous a eu ici plusieurs fois dans cette émission où vous n'avez pas été du tout tendre avec le président de la République. Est-ce que vous avez retourné entre-temps votre veste? Je crois que c'est un peu le temps dans notre pays, lorsqu'on exprime des positions de principe ou lorsqu'on défend des valeurs, on pense que c'est un acharnement pour une personne ou une obsession à détruire un régime. Et lorsqu'on décide d'aller vers l'unité de notre pays et d'aller à la paix des braves, qui est aujourd'hui à l'ordre du jour dans notre pays, pour favoriser un minimum de consensus national, pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. On parle également de revirement, de retournement de situation et beaucoup d'autres spéculations concernant l'attitude et le comportement des uns et des autres. Moi, je crois qu'il ne faut pas confondre l'âpreté du débat politique, et parfois d'ailleurs,
les divergences profondes que les individus peuvent avoir dans une société avec l'esprit de la démocratie et de la liberté qui commande quand même des sacrifices personnels à un moment donné de notre vie, surtout dans les phases les plus critiques de l'histoire d'un pays. Je ne suis pas un homme qui combat un autre homme. Je défends la liberté, je défends des valeurs. Et lorsque j'estime que ces valeurs sont prises en compte, il est tout à fait normal que j'évolue dans mon comportement et que j'ai une attitude différente. Voilà. Alors, Tibou Camara, on le sait très bien que vous n'êtes pas un leader politique. Voilà, on sait très bien que vous n'êtes pas un leader politique. Vous dites, vous défendez les valeurs. En même temps, vous divaguez un petit peu ce matin. Finalement, à la fin du compte, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit aujourd'hui, finalement, à la fin du compte, ce monsieur que je traitais de monstre, il n'est pas un monstre. C'est un ange tout d'un coup. Ouais. Non, moi je pense que d'abord la divagation, je ne crois pas que ce soit un mot qui tient à la circonstance, ni à la nature de la conversation que vous et moi nous avons, parce qu'il faut quand même accorder un peu de crédit et de poids au mot. Je n'ai pas pour habitude de divaguer. Alors là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que dans ce pays qui est le nôtre, et que j'estime chacun d'entre nous aime avec toute la force de son âme, les états d'âme ou les sautes d'humeur personnelles sont de moindres enjeux face à la construction de la paix durable dans notre pays. Je voudrais vous dire très personnellement que il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, l'enjeu soit d'évoquer le souvenir de conflits ou de rancœurs qui animent, ou de frustrations d'ailleurs, que chaque Guinéen peut légitimement ressentir face à l'injustice et à la violation de ses droits. Il ne faut pas confondre cela à la nécessité aujourd'hui de conclure un nouveau contrat politique, social et moral dans notre pays pour faire face à ces difficultés et aux défis et aux espérances que chacun de nous, au fond aussi, nourrit pour voir la Guinée autre. Voir la Guinée autrement. Monsieur Tibou Camara, j'ai envie de comprendre justement, qu'est-ce que vous êtes dit avec le président? Qu'est-ce qui a fait bouger les lignes finalement à la fin du compte? On a envie de comprendre un petit peu ce matin, parce que depuis un moment, quand je vois un petit peu vos interviews, on voit un monsieur qui veut rassembler. Dernièrement, la conversation, en fait, quand le président vous a appelé du côté de Paris, ça se disait que vous avez plus, vous êtes beaucoup plus appuyé à dire qu'il faut rassembler les fils du pays. Qu'est-ce qui a fait bouger les choses, Tibou Camara? Non, moi je pense que d'abord, il faut savoir que notre pays, à l'heure actuelle, connaît une accalmie. Il faut se féliciter que le calme y règne. Mais je dis que ce n'est pas suffisant. Il faut profiter de cette accalmie, je pèse bien mes mots, pour construire une paix durable et définitive dans notre pays. Parce que c'est une erreur de croire que la victoire acquise par le professeur Alpha Condé suffit. Et moi, je pense qu'il faut une adhésion la plus large possible de nos concitoyens à cette victoire pour renforcer la légitimité du président et créer les conditions de confiance dans notre pays et de progrès pour tous. L'enjeu, ce n'est pas que j'ai discuté avec le président, qu'il ait rencontré Baouri ou qu'il ouvre des perspectives de dialogue et de consensus dans notre pays. L'enjeu est et demeure de préserver notre pays et notre démocratie et de protéger notre avenir avec les sentiments communs et partagés d'appartenance à une destinée commune. Moi, je pense que je suis tout à fait dans le rôle de tout démocrate et de tout patriote d'appeler à l'unité dans son pays et à la paix entre les acteurs de la vie nationale. Sans ce préalable, nous ne pouvons parvenir à rien et comme par le passé, le pays va connaître une succession de crises et de preuves qui vont entraver considérablement son évolution normale. Bien. Monsieur Tibou Camara, en direct ce matin, chez les juges, Moussa ici là. Monsieur Camara, on a envie de comprendre. Lamine vous a posé la question. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le président de la République lorsqu'il vous a appelé? Et deuxièmement, sous quel signe, comment est-ce que vous voyez le second mandat du professeur Alpha Condé? Expliquez-nous votre vision de ce second mandat. Voilà, moi je disais que ce second mandat doit en tout être différent du premier mandat, parce que comme vous le savez, le premier mandat, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts ont été consacrés à faire les sapeurs-pompiers, parce que notre pays a pratiquement vécu dans la psychose de l'instabilité et a connu une succession de crises. Nous n'en voulons plus, c'est normal.
qu'avant et pendant les élections, puisqu'il s'agit d'une compétition électorale, que chacun soit animé de l'esprit de gagner, que chacun soit porté à la victoire par tous les moyens. Mais après, il faut quand même être animé par le sentiment de l'intérêt général. Il faut être habité par la conscience nationale. Or, chez nous, après la compétition et même après la victoire, il y en a qui voudraient toujours continuer à se battre. Ouais. Mais contre qui? Et surtout pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a l'élection présidentielle derrière nous, mais on a notre avenir, c'est l'enjeu principal de tout ce que nous faisons aujourd'hui, devant nous. Donc il faut amener les Guinéens à comprendre quand même qu'on ne peut pas être toujours dans la tentation mortifère et vivre avec l'instinct de violence. Parce que j'ai l'impression que dans notre pays, il y en a qui ne trouvent leur compte que dans les conflits, que dans les contradictions entre les acteurs, parce qu'une fois qu'on revient à une... Mais c'est ça la démocratie aussi, hein, M. Tibou Camara, les contradictions surtout. On ne va pas faire un parti unique quand même chez nous en Guinée. Non, parce que ce qui étonne un petit peu, monsieur Camara, ce qui étonne un petit peu, quand on connaît vos... La diversité... Allez-y. La diversité des opinions et l'approche du combat politique, je viens de vous parler, de la diversité de la compétition électorale, pendant laquelle chacun est animé du sentiment de victoire. Moi, je veux une société plurielle. Je veux une société où la diversité d'opinions et la liberté et les droits de chacun seront respectés. Mais je veux également une société civilisée où on ne considère pas le respect de l'autorité de l'État comme du fascisme d'un côté, et on ne considère pas l'opposition de l'autre côté comme une force de subvention, de déstabilisation de l'État et composée d'apatrides. Moi, je vais vous dire, mes chers amis, puisque nous sommes des confrères, moi je pense que après son premier mandat et après avoir discuté avec le professeur Alpha Condé lors d'un entretien et d'un échange que je considère comme étant franc et fructueux, j'ai été tenté de me souvenir de ce que Napoléon disait à un moment donné de sa vie. Je ne trouve de noblesse que dans la canaille que j'ai négligée, et de canaille que dans la noblesse que j'ai faite. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'après le premier mandat, le président Alpha Condé soit arrivé à la conclusion que les meilleurs sont forcément avec lui et que les médiocres sont de l'autre côté. Aujourd'hui, il se rend compte qu'il faut ouvrir la majorité, il faut consulter l'ensemble des talents et des compétences du pays pour construire une Guinée différente. Donc je pense qu'il y a une solution dans la majorité, il y a une autre solution dans l'opposition. Il faut travailler à trouver la meilleure solution pour le pays, l'attelage qui sont le plus dynamique pour nous sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes, bien sûr, dans le respect des choix et des convictions de chacun. Alors, monsieur Tibou Camara, oui, bien. Bien entendu, M. Tibou Camara, puisque vous êtes dans cette logique donc de démocrates, de tout démocrate qui, à un moment donné, pense d'abord à la nation et aux défis qu'elle a à relever. Et alors, est-ce que de votre point de vue, un gouvernement d'ouverture ou de large ouverture est envisageable ou doit être sérieusement envisagé par le professeur Alpha Condé, en tout cas à l'orée de ce second mandat? Et partant de ce point de vue, est-ce que votre retour en Guinée et au sein de ce gouvernement, est-ce que cela est aussi envisageable? Moi, je pense que c'est l'une des difficultés aussi de notre démocratie. Tout le monde pense que l'enjeu du combat politique et la finalité de tout ce que nous faisons, c'est d'appartenir à un gouvernement ou d'occuper des postes de responsabilité dans l'État ou au sein de l'administration. Moi, je ne conçois pas mon engagement comme occuper un poste ou comme finalité d'arriver aux affaires. Non, nous avons un certain nombre de principes, nous avons un certain nombre de valeurs qu'il faut absolument défendre. Mais si cela passe par un pacte national, par l'union de toutes les forces du pays, pourquoi pas? Mais moi je pense qu'il faut placer la question du choix des hommes après avoir défini et réglé le préalable des principes et des libertés, des droits qui sont reconnus à chacun d'entre nous. Et je viens de le dire, par exemple, ce n'est pas moi qui ai initié la loi portant statut du chef de file de l'opposition dans notre pays. On peut considérer cela comme un acquis du régime du professeur Alpha Condé et comme
une responsabilisation de notre opposition. Et au terme de ce statut particulier du chef de file, il a dit que c'est une obligation pour le chef de l'État de consulter le chef de file sur les questions d'intérêt national, comme celui-ci, à sa demande, peut rencontrer le président de la République pour discuter de la Guinée. Bien. Donc, en dehors de la volonté de l'un ou de l'autre, il y a déjà une obligation légale et un cadre institutionnel de dialogue entre les deux parties. Et deuxièmement, le poids que l'UFDG a aujourd'hui sur l'échiquier politique et électoral de notre pays en fait un interlocuteur légitime et incontournable du professeur Alpha Condé, tout comme l'UFDG, à partir du moment où la Cour constitutionnelle, qui est quand même l'ultime juridiction dans notre pays, a décidé de reconnaître les résultats et de valider les résultats issus de l'élection présidentielle, devrait prendre acte de cette décision et reconnaître en quelque sorte la légitimité du président de la République, ce qui faciliterait également le dialogue que nous faisons et la compréhension du ciel. Parce que je vais vous dire, la crise peut être devant nous, dans la mesure où aujourd'hui, la nature des difficultés que le pays connaît et l'ampleur des réformes à entreprendre pour redresser le pays sur le plan moral, social, économique et politique demande un minimum de consensus, de trêve politique et sociale pour y arriver. Donc si nous pensons qu'aujourd'hui, il y a une majorité suffisante pour le président de la République d'ignorer les autres forces politiques du pays, il est évident que face aux difficultés qui ne vont pas tarder à apparaître parce que la demande sociale est très forte, les défis économiques sont considérables, il y aura certainement des remous sociaux qui auront naturellement des prolongements politiques qui pourraient affecter la stabilité de notre pays et ne pas permettre de recréer les conditions de confiance pour créer la richesse dans notre pays et donner une opportunité à chacun d'entre nous d'avoir un meilleur destin. Bien. Vous voyez l'enjeu de tout cela. Voilà. C'est pas une question de poste, d'appartenance à un gouvernement, de constitution de ceci ou de cela. C'est l'esprit d'un démocrate à vous entendre. On a bien compris, M. Tibou Camara. Alors, si beaucoup de personnes s'étonnent un petit peu, c'est votre proximité un petit peu avec le chef de ville de l'opposition, parce qu'à vous entendre ce matin, le nouveau Dalai Lama guinéen est là. Vous prenez la démocratie, le dialogue, entre autres, il faut réunir un petit peu les talents. Finalement, à la fin du compte, Abakar, on va essayer d'enchaîner avec ça. Oui, mais c'est cette question, en tout cas, M. Tibou Camara, parce que on attend la nomination forcément d'un nouveau gouvernement. Et si c'est pas la priorité de tout bon démocrate de forcément appartenir à ce gouvernement, mais une question quand même sur le profil du prochain Premier ministre. Il y a beaucoup d'agitation autour de cette question. Pour vous, quel est le meilleur profil possible du prochain Premier ministre de la Guinée? Mais aussi le profil du gouvernement. Oui, absolument. Moi, je pense que d'abord, puisque vous posez la question, je vais essayer de répondre avec la plus grande franchise, étant entendu que le pouvoir de nomination aux différents postes, notamment dans le gouvernement, est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui seul peut décider de qui a le meilleur profil pour occuper n'importe quel poste sous son administration. Mais en tant qu'observateur et en tant que citoyen de notre pays, nous avons quand même la liberté de pronostic et pouvons exprimer nos souhaits par rapport à nos attentes personnelles. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État peut choisir le Premier ministre au sein de sa majorité, qu'il a soutenu pendant le premier mandat ou qu'il a aidé à se faire réélire. Si tel est le cas, il est nécessaire de tenir compte quand même d'une volonté de rupture que les Guinéens attendent de lui pour avoir l'espoir à nouveau dans ce second mandat. Mais si c'est pour prendre les mêmes et recommencer, je ne crois pas que cela serait un signal positif en direction d'une opinion qui a soif de changement, de véritable changement, allant jusqu'à parler de changement au changement. Donc il faut, moi je pense, lorsqu'on est un homme politique, tenir compte dans les actes qu'on pose de l'attente et de l'espoir de ceux qu'on gouverne. Et aujourd'hui, je note avec beaucoup d'entre vous que les Guinéens s'attendent à une rupture par rapport au premier mandat. Cela passe nécessairement par un changement d'homme en attendant un changement de politique. Ouais. Donc moi je pense que il n'est pas question pour moi
si en tout cas on veut recréer les conditions de la confiance et de l'espoir, de prendre les mêmes et de recommencer. Ça, c'est ce qui concerne, si vous voulez, l'esprit qui anime aujourd'hui nos compatriotes. Et puis ensuite, moi je pense qu'il ne faut pas limiter l'éventail à des choix ou à des critères politiques, comme le président lui-même a eu à le dire. Il faut aller chercher les compétences et les talents partout où ils se trouvent, parce que vous savez, l'une des difficultés dans notre pays, c'est de réduire les actes de nomination au militantisme ou au parcours politique. Et quand on veut exclure les gens, c'est facile. Depuis des années, on dit non, ce n'est pas quelqu'un de sûr, non, il n'est pas avec nous, non, c'est quelqu'un de l'opposition. Alors que, en excluant un système de base tout à fait arbitraire, on peut se priver d'un talent, on peut se priver d'une compétence qui est utile à notre pays. Je ne connais pas un seul Guinéen qui n'a pas l'amour de sa patrie, qui n'est pas animé de la volonté de servir le pays. Cela suffit. On ne demande pas à ce que tout le monde aime le professeur Alpha Condé. D'ailleurs, c'est un sentiment difficile à prouver. Ce que nous demandons, tout ce qui a des compétences et des talents, aide au succès de son mandat, parce que s'il réussit, celui qui lui succédera aura moins de mal à continuer l'œuvre qui aura été accomplie, et surtout, la Guinée, pendant qu'il sera là, se portera encore mieux. Donc, il faut arrêter de dire oui, il ne faut que nommer des gens du RPG, ou il faut seulement aller chercher les gens de l'opposition. À partir du moment où un président de la République est élu... Oui, sur la question du Premier ministre... Oui, sur la question du Premier ministre, beaucoup de noms circulent. On parle de Dr Ibrahima Kassori Fofana, on parle aussi de Sidi Touré depuis sa rencontre avec le président. Quelle est votre préférence? Moi, je pense que je n'ai pas à me prononcer sur le choix des hommes. Moi, je préfère toujours parler de profil, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce que vous savez, tout à vie, c'est un homme dans notre pays est considéré comme partisan et suspect. Le chef de l'État qui a les cartes à main, qui a le pouvoir de domination et qui sans doute aussi connaît les hommes pour avoir pratiqué certains d'entre eux, certainement aura la main heureuse. Mais moi, je dis qu'il a le choix entre sa majorité. Et si moi, j'avais un avis personnel à donner, je souhaite que dans le cadre de l'ouverture que le président a entamé et que la plupart des Guinéens souhaitent, que le Premier ministre soit vraiment le résultat d'une consultation la plus large possible, avec un profil le plus consensuel possible également, avec un préjugé et un a priori de compétences, et surtout un Premier ministre qui soit un peu, pas l'antithèse, mais le complément du président de la République qui est tout politique. Donc, permettez-moi ce néologisme, si on peut avoir un Premier ministre développeur, ce serait intéressant pour que le président s'occupe des tâches régaliennes de l'État et d'autres tâches beaucoup plus importantes, pour que le Premier ministre soit un tâcheron au quotidien pour redresser le pays. Il n'y en a pas besoin. Voilà, Tibou Camara en direct ce matin chez les GG. D'aucuns pensent, d'autres analystes évidemment pensent quelque part que ce rapprochement, c'est un petit peu dans ce sens, à peut-être dans cette optique à rapprocher d'Alain et le président Condé. On dit même que vous seriez chargé par le chef de l'État d'opérer ce rapprochement entre l'UFDG et le président Alpha Condé. Je peux vous dire que dans nos discussions, à aucun moment, il était agi d'une mission que le président voudrait me confier, ni d'un mandat que j'aurais reçu de sa part, pour quoi que ce soit. Il y a des missions secrètes qu'on ne dit pas forcément dans les médias. Monsieur Tibou Camara, on sait quand même votre amitié en faveur de Monsieur Dalein, qui jusqu'à présent n'est pas totalement réconcilié avec le professeur Alpha Condé au regard de ses discours et ses sorties médiatiques. Alors comment vous réussissez à jouer le jeu, votre rapprochement avec le professeur Alpha Condé et votre amitié avec Cellou Dalein, pour qui vous militiez très farouchement avant les élections présidentielles? Où on peut vous situer exactement aujourd'hui, Roby? Si je m'en tiens à votre question, je n'ai même pas besoin de donner de réponse. Parce qu'apparemment, vous avez déjà la réponse à votre question. En me situant dans 20 ans, ou en me prêtant des intentions, mais quand même, pour la gouverne de vos nombreux auditeurs,
je vais quand même vous dire que le président Selou est un ami et je ne suis pas connu pour renoncer à mes amitiés, quel que soit l'enjeu ou l'intérêt personnel. Ouais. J'aime à le dire. Je ne suis pas quelqu'un qui trahit, je ne fais pas trahir et je ne crois pas que les relations qu'on peut avoir avec les uns et les autres peuvent constituer un obstacle dans d'autres relations. Au contraire, moi je pense que quand on a la chance, comme moi, d'avoir parfois l'oreille des acteurs qui comptent dans notre pays, leur amitié et leur confiance, ça peut être une position avantageuse pour le pays, pour rapprocher les positions, aplanir les divergences et aller vers un consensus le plus large et le plus utile possible pour notre pays. Donc je considère que je ne suis pas dans une position inconfortable, bien au contraire, je me réjouis d'avoir l'amitié des uns, la confiance des autres, et si j'en avais l'occasion, j'en tirerai le plus grand bénéfice pour notre pays. Donc, en clair, de chacun d'entre nous. Voilà, parce que l'occasion se présente là, justement, M. Tibou Camara. L'occasion se présente. Vous êtes un ami. Vous êtes un ami de Selou Dalein Diallo. Aujourd'hui, le professeur qui vous fait confiance, on va le dire comme ça. Donc, si l'occasion se présente, ben, vous allez essayer un peu capable de créer le rapprochement. Le rapprochement. De les rabibocher pour capable. Moi, je pense que c'est une mission qui incombe à chaque Guinéen de travailler à l'unité et à l'entente entre les Guinéens. D'accord. Maintenant, ceux qui ont le plus de possibilités et le plus de chances d'y arriver devraient le faire. Parce que je vais vous dire, encore une fois de plus, il y a beaucoup de gens qui pensent que si la paix règne dans le pays et que les acteurs qui comptent dans notre pays arrivent à créer un couloir de discussion et de confiance, ils deviennent inutiles, ils deviennent isolés dans le système. On appelle ça le businessman de la crise, entre autres. Le businessman de la crise. Tout à fait. Allez-y, Moussa. Tibou Camara, les valeurs que vous défendez, la paix notamment, ce sont aussi des valeurs qui dépendent de l'organisation des élections de façon transparente, qui créent moins de conflits. Et dans notre pays, on a envie de vous comprendre, nous sommes au lendemain de la présidentielle. Quelle analyse d'abord vous faites sur ce scrutin présidentiel? Et deuxième question, puisque ce rapprochement est né entre vous et le chef de l'État, à quand votre retour au pays? Je vais commencer par la dernière question, celle de mon retour. Quand Dieu le voudra, je note avec satisfaction qu'il n'y a plus pratiquement d'obstacles à ce retour dans notre pays. Je dis que chaque Guinéen a sa place en Guinée et a le droit d'y vivre. Ce n'est pas un droit négociable, ni une liberté qu'on peut concéder. Aujourd'hui, il faut se réjouir que la tendance des autorités actuelles est de favoriser le retour de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, avaient pris le chemin de l'exil. Donc, quand Dieu le voudra, je serai parmi vous. Et je pense qu'il faut noter avec satisfaction qu'à ce stade, il n'y a pratiquement plus aucun obstacle à ce retour dans le pays de mes ancêtres. Maintenant, vous avez parlé du scrutin présidentiel. Vous le savez, comme beaucoup d'autres, c'était un sentiment mitigé, celui de la satisfaction que les Guinéens se soient mobilisés pour aller accomplir leurs obligations civiques. Le sentiment de satisfaction, c'est également le calme et l'ordre, la discipline qui ont régné pendant ce scrutin et qui a été possible grâce à l'appel des différents acteurs et candidats à cette élection, y compris les candidats de l'opposition. Et puis de l'autre côté, on a quand même un goût d'inachevé, compte tenu des conditions dans lesquelles la CENI a organisé ces élections, alors qu'elle disait, urbi et orbi, qu'elle était prête pour relever le défi d'une organisation qui serait plus ou moins acceptable, avec des résultats plus ou moins acceptables. Nous avons relevé un certain nombre de dysfonctionnements, d'irrégularités et de ratés dans l'organisation qui auraient pu être évités avec un peu plus de rigueur et de dévouement dans la tâche. Donc, aujourd'hui, tout cela, on peut le dire, appartient au passé. Et ce qui intéresse davantage les Guinéens et chacun d'entre vous, je suppose, c'est l'après-élection.
qui, quand même, constitue le principal défi. Ouais. Parce que vous le savez aujourd'hui, et vous l'observez dans toutes les démocraties, dans tous les pays du monde, il ne suffit plus de se faire élire à la tête d'un État pour revendiquer la légitimité. La légitimité dépend aujourd'hui davantage de la manière d'exercer le pouvoir, de la manière d'exercer le mandat qu'on a reçu, que des conditions même dans lesquelles on a pu être élu. Pour être simple, on peut avoir été mal élu, mais dans l'exercice du pouvoir, avoir une légitimité, parce qu'on aura été à la hauteur des défis et des espérances de ses compatriotes. On peut avoir été élu à une majorité écrasante, à la faveur même d'un plébiscite populaire. Mais lorsqu'on se montre maladroit dans l'exercice du pouvoir et qu'on déçoit les attentes, comme on l'a vu en Égypte, être renversé par un mouvement insurrectionnel lié à un mécontentement dans la société. Donc moi je pense que c'est pour ça que je parle de renforcer la légitimité et de protéger notre démocratie en posant des actes allant dans le sens de l'apaisement et allant dans le sens de rétablir la confiance entre les acteurs du pays et de repartir sur de nouvelles bases pour notre démocratie et pour le progrès économique et social de notre pays. Bien. Monsieur le ministre, en tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je voudrais dire un mot. Allez-y. S'il vous plaît, pour terminer. Allez-y. Je voudrais exprimer mon soutien total et inconditionnel à M. Lamine Guirassy, qui est votre PDG, qui, comme tous les hommes, qui défendent la liberté et qui sont attachés à leur indépendance, peut parfois être la cible des forces obscures et obscurantistes. Je voudrais lui dire, comme quelqu'un l'avait dit avant moi à une certaine époque, en dépit des calomnies, Lamine, poursuis ton devoir, faire taire les envieux n'est pas en ton pouvoir. Et félicitations pour le travail que vous faites et qui est apprécié par la majorité des Guinéens qui vous sont gré d'avoir contribué à l'enracinement et à la vitalité de notre démocratie. Et c'est le plus important, ce n'est sans doute pas les cris désespérés, même qui ne supportent pas la critique, alors qu'ils se disent démocrates. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Une star, une philosophie, une ferveur, un souvenir. La qualité a un prix, l'indépendance a un prix. Le contraire du talent, la médiocrité. Sur Adafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service, toute la saison. Bienvenue sur Adafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Adafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. Les grands gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, on arrive à Camara. À la fin de l'émission, Ahmed Camara, on a écouté Tibou Camara. Oui, effectivement, on a écouté Tibou Camara, mais bon, moi, je pense qu'on se souvient encore des différentes interviews qu'on a eues dans ce studio avec lui, où il disait même que il allait même revenir sur des événements qui se sont passés pendant les élections de 2010, que le peuple de Guinée ne savait pas et qu'il allait même faire un livre. De toutes les façons, il a le choix, c'est sa vie, c'est son combat. S'il veut ce rapprochement avec le président de la République, ça ne me regarde pas, comme il l'a dit, c'est au profit de la Guinée et je veux bien que cela profite à la Guinée. Mais ce que je demande aux uns et aux autres, surtout dans ce studio, qui ont l'habitude de transformer le sens du mot politique, qui sont en train de traduire ça comme l'art de tromper. Non, il y a beaucoup d'enfants qui nous écoutent, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui ont besoin d'apprendre avec nous. Quand on veut donner la signification d'un certain nombre de mots, il faut donner dans le bon sens. La politique, c'est l'art de gérer, mais dans le bon sens. Voilà, ceux qui décident de pervertir ce mot aujourd'hui dans un certain nombre de comportements, alors qu'ils fassent, mais qu'on ne transforme pas le mot. Allez-y. Moi, les bras m'en tombent quand j'ai écouté tout à l'heure M. Tibou Camara, qui semble édulcorer son discours par rapport au président de la République. C'est quand même un virage à 360 degrés que vient d'opérer Tibou Camara. Non, Abouakar souffre que je dise ce que je pense. Il y a tout ce que Tibou vient de nous dire, c'est de la flibusterie, c'est de la tromperie. La vérité, c'est quoi? C'est que Tibou, Alpha Condé est certainement la dernière personne que Tibou s'attendait à voir élu à la tête de ce pays. Aujourd'hui, connaissant les épreuves difficiles de l'exil,
il n'a certainement pas intérêt à ce que son exil politique se prolonge. Donc, Alpha Condé, réélu triomphalement, devient en quelque sorte une sorte de pis-aller. Merci. Donc, je comprends effectivement que Thibou cherche à se rapprocher de la mouvance présidentielle. En 2 mots, le président de la République avait dit que d'ici la fin 2015, il n'y aura plus d'opposition. Pour le moment, c'est Loudalin qui résiste. Merci. Allez-y. Moi, j'aimerais qu'on sorte de ces analyses, à mon avis, des analyses assez mal faites, parce que le mot que je veux trouver ne me vient pas à l'esprit, sinon j'aurais trouvé ce mot pour Djibril. Malsaine. Mais c'est pas possible. Vous voulez que ce pays se développe, vous voulez qu'il y ait la paix. Des personnes qui avaient quelques accrochages, qui avaient quelques points de vue différents, ces personnes se mettent d'accord à la suite. Alors, écoutez, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le chef de l'État, tu ne peux pas me reconnaître, le chef de l'État fait le pas vers ces personnes dans le but dans le but de créer une certaine stabilité. Thibou Camara, à ce que je sache, n'est pas la tête d'un parti politique. Thibou Camara n'est pas la tête d'un parti politique. Il le fait dans le sens de la paix, à mon avis. Il tend la main à Baouri. Baouri, qui est un homme avec qui il avait des relations assez difficiles. Quand on le fait au nom de la paix, il faut le saluer. Pour moi, que ce soit un revirement à 1600 degrés ou à 700 degrés, je m'en fiche. Ce qui compte à mes yeux, c'est que la paix règne dans ce pays, et que s'il y a rapprochement, que cela se fasse. L'UFDG ne disparaîtra pas à l'issue de ces consultations du professeur Alpha Condé, parce qu'il n'a pas pour but que l'UFDG disparaisse de la scène politique. Je veux qu'il y ait une opposition afin qu'il y ait une certaine vigilance, mais je ne suis pas contre des démarches qui aillent dans le sens à rassembler les Guinéens. Merci. Moi je pense qu'il faut être un bout de feu pour vraiment être mécontent ou s'élever contre une telle dynamique qui est en cours aujourd'hui dans notre pays. Je pense que il n'y a pas de mots pour qualifier cette analyse qui a été faite par Djibril. Et Thibou Camara l'a dit. C'est une boutade. Thibou Camara l'a dit. Et il a rappelé qu'il y a eu quelques dysfonctionnements, quelques ratés dans l'organisation même de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Mais il a dit que tout ceci est derrière maintenant. Et que ce qui est important, c'est l'après-élection. Ce qui est important, ce sont les défis auxquels notre pays va s'attaquer. Ce qui est important, c'est la nouvelle gouvernance qui doit être mise en place par le président réélu. Si M. Thibou Camara pense qu'aujourd'hui c'est important qu'il ait un nouveau contrat politique, qu'il est important qu'il ait une trêve politique, j'insiste là-dessus, pour que règne l'autre pays retrouve la paix qu'il lui faut pour en tout cas retrouver le chemin du progrès social et économique. Je ne vois aucun mal à cela. Il faut qu'on arrête de cracher sur tout dans notre pays. La France nous a envoyé une très belle leçon de démocratie ces jours-ci. Quand Paris a été attaqué à plusieurs endroits, on a vu le chef de l'État, François Hollande, qui a reçu tous les chefs de partis politiques. Quand M. Sidya Touré est allé à la présidence de la République ici, on a essayé de peindre ça sous toutes les coutures. Je pense que c'est important que Sidya Touré ou Dr Kassori, avant Sidya Touré, Dr Kassori et aujourd'hui Thibou et Baouri, et tous soient dans cette dynamique, dans cet élan de rassemblement aujourd'hui pour aller vers un progrès social. Je ne vois aucun mal à cela. Arrêtez cela, Djibril. Merci beaucoup, allez. Merci à vous, à l'international. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Encore une fois, une pensée positive. Ce matin à Chérif Diallo. 3 mois, 27 jours, sans nouvelles. Prenez soin de vous. Chaque jour, c'est une chance. Bonne soirée sur Espace TV. Au revoir. Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Moussa Moïsila, Aboubacar Diallo, Roby, Zachary Milimono, Mohamed Djibril Kamara, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les GG en ce mercredi matin, 1h30, vous allez à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission diffusée depuis 8 ans maintenant en Guinée-Conakry. On essaie de revenir sur l'actu majeure. Vous avez la possibilité évidemment d'intervenir en direct dans l'émission, tout simplement en partant
sur la plateforme GG au 437 si vous êtes abonné Orange. Sinon, vous partez tout simplement sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Mais sinon, ça se passe aussi sur Twitter avec plaisir. On va essayer de relayer vos messages en direct dans cette émission. Comme en 2008, bienvenue Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Roby. Bonjour. Voilà, allez, bonjour mon grand. Bonjour. Voilà, on s'intéresse évidemment à la majeur. Non mais très rapidement, il est important de poursuivre le dossier sur le présumé viol au consulat du Canada et de donner des précisions, parce qu'il faut pousser les autorités à démêler ce dossier-là. Je pense qu'il est important. Je pense qu'il y a possibilité d'identifier ce fameux Philippe, je mets son nom entre guillemets, parce que les faits s'étant déroulés en février. Février était une période où Ebola battait son plein en Guinée, donc il n'y avait pas d'énorme va-et-vient au niveau de l'aéroport. Donc, étant donné que les passeports des voyageurs sont scannés au niveau de l'aéroport, je pense qu'il est important d'interpeller le directeur de la sécurité de l'aéroport. Et les fichiers de sortie et de rentrée au niveau de l'aéroport peuvent être circonscrits en ce mois de février-là et identifier tous les nommés Philippe qui sont sortis ou entrés à l'aéroport pendant cette période. Non mais c'est vrai, pendant cette période. Pas dit le il n'y a pas de complication à ce niveau-là pour identifier ce monsieur. Parce que nous on a envie de savoir soit ce Philippe était vraiment le consul ou il n'était pas le consul. Est-ce qu'il était simple fonctionnaire au consulat de l'ambassade du Canada. Mais en tout cas il y a eu viol, c'est un fait grave et les autorités doivent pousser ce dossier-là. Il y a la possibilité qu'on arrête de nous tourner en bourrique. Le mois de février, il y a eu viol. Le mois de février, il y a eu fuite d'un certain Philippe. Donc, à l'aéroport, les bases de données de l'aéroport peuvent nous permettre de nous dire qui est ce Philippe, qui sont tous ces Philippes qui sont sortis pendant cette période-là, pour nous identifier exactement est-ce qu'il y a un Philippe qui est venu en Guinée et qui résidait au consulat de l'ambassade, au consulat du Canada. Donc, il y a possibilité d'établir l'identité du présumé violeur et il y a possibilité de lancer un mandat d'arrêt contre lui et de saisir les autorités canadiennes pour que cette affaire-là soit éclaircie. Voilà. Allez Ahmed. Non, je pense que c'est trop demandé à l'aéroport. Je pense que l'aéroport peut nous dire s'il a véritablement passé par là-bas ou pas. Mais comme on l'a dit, il y a un ministère de l'Intérieur qui existe. Bien évidemment, même si aussi la police qui est de ce côté est chapeautée par cela. Mais je pense qu'il y a un service d'immigration où on prend les cartes de séjour ou encore les visas quand on est sur le sol guinéen. Donc c'est bel et bien clair qu'à partir de là-bas, on peut savoir qui est exactement ce Philippe qui vit ou qui vivait sur le sol guinéen. Je pense que donc le ministère de l'Intérieur doit prendre ses responsabilités et comme je l'ai dit, c'est une chaîne. Le ministère de l'Action sociale aussi a aussi son mot à dire dans ce dossier et comme le ministère des Affaires étrangères. Ce que j'ai pas compris, c'est le fait de se limiter tout simplement au fait de dire non, ce n'est pas le consul. Oui, il faut nous donner d'amples informations. Qui va vous donner d'amples informations? Je pense qu'il faut aussi taper du poing sur la table. C'est un problème qui intéresse tous les Guinéens. Je pense que les affaires étrangères se sont tout simplement limitées à dire oui, ce n'est pas le consul. Ça suffit pas. C'est pas le consul, c'est qui exactement? Ils peuvent le savoir. Est-ce qu'il travaillait? Est-ce qu'à un certain moment, parce que c'est clair qu'à un certain moment, il a remplacé le consul? C'est aussi possible. Est-ce qu'à un certain moment, si c'était d'ailleurs lui le consul et qu'il a quitté? Donc c'est important de le signaler. On n'a pas dit actuellement, est-ce que c'est le consul actuel? On a dit, oui, au moment où les faits se déroulaient, selon les informations qu'on a reçues, d'après les enquêtes menées par les autorités judiciaires en Guinée, c'est le consul. Est-ce qu'à un certain moment il a été consul? Donc c'est tout cela que nous voulons savoir. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Action sociale, le ministère de l'Intérieur, vous avez ce dossier sous la main, cherchez et dites-nous qui est ce monsieur. Le peuple de Guinée a besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. Voilà, allez, bonjour Mohamed Djibril. Bonjour Lamine. Bienvenue. Merci. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour à vous Abaka Diallo. Bonjour. C'est bizarre, allez. Bonjour. Bonjour. C'est bizarre. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je crois que c'est déjà assez grave qu'on continue de parler de ce viol qui est un crime de mœurs. Faut continuer. Je pense que c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Ahmed l'a dit tantôt. Et il y a un fait qui est suffisamment grave pour que les autorités à tous les niveaux s'impliquent. Je pense qu'aujourd'hui, pour retrouver le violeur présumé, il faut une coordination des services de sécurité. On parlait tantôt de l'aéroport, qui est le principal point d'entrée et de sortie du pays. Il y a aussi frontières. Il faut que les différents services de sécurité se coordonnent, agissent de concert pour retrouver ce présumé violeur. Ce qui se passe en Guinée m'amène à me poser cette question.
est-ce qu'il ne faut pas revoir notre législation pénale en la matière pour dissuader d'éventuels violeurs, parce qu'on parle du viol des jeunes filles, mais on ne parle pas assez du viol qui se fait dans les foyers conjugaux. Non, mais c'est extrêmement important. Il faut évoluer. C'est important. Il faut poser le débat. Il faut poser le débat. Poser une femme, en même temps tu la violes la nuit. Écoutez, la loi ne doit pas pouvoir. Ce qui est important, il y a les mœurs, Moussa, il y a les mœurs, Moussa, il y a la loi. Il faut une évolution. Il faut une évolution à la matière, parce que une femme, ce n'est pas un homme dont on fait ce qu'on veut. Je pense que la femme doit être respectée, y compris dans les foyers. On parle assez souvent de ces filles, mais parlons aussi de ces femmes mariées qui subissent des viols à longueur de journée à cause de leur mari, parce qu'ils estiment que une fois mariée, elle doit se soumettre. Il y a des moments effectivement où la femme ne veut pas se livrer à des plaisirs charnels. Il faut le comprendre. La France a évolué. Il y a aujourd'hui en France ce qu'on appelle le viol conjugal. Ce n'est pas en Guinée. Il faut que notre législation pénale évolue là-dessus. On mépris parfois des traditions, des mœurs qui sont rétrogrades, qui sont obsolètes, qui sont surannées. Voilà. Le grand dossier ce matin, Moussa Moïse, on va s'intéresser là-dessus évidemment. Expulsion d'un citoyen nigérien. Du nouveau, Moussa Moïse, c'est bien cela. Oui, du nouveau. Il s'agit, un petit rappel, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Ce que j'ai vu dans le 22h quand même. Oui, le 22h. Une réunion avec les ressortissants nigériens. Une partie des ressortissants nigériens a bien voulu nous répondre à l'émission Les Grandes Gueules. Ouais. Nous savons les dessous de cette réunion. C'est pourquoi, lorsque j'en ai été informé, j'ai tout de suite dépêché une équipe afin que ce qu'on nous reproche soit dit réellement devant nos représentants. Et donc, je reviens rapidement sur le résumé de cette histoire. Il s'agit de Fidelis Akwaba Okafor, qui est un citoyen nigérian qui résidait en Guinée. Il a été intronisé roi de sa communauté, roi des Ibo en Guinée, donc, et qui a participé à de nombreuses festivités officielles auprès du Premier ministre, du gouverneur de la ville de Conakry, de Dr Kassori Fofana, parce que être roi de la communauté des Ibo, c'est pas régner à la tête d'un royaume. C'est si comme vous disiez que vous étiez président, oui, donc c'est un titre honorifique. Voilà, honorifique, donc c'est comme vous étiez président d'une association donnée. Ça débouche certes sur des privilèges, mais ça ne vous donne pas de pouvoir sur le territoire guinéen. Ça existe comme ça un peu partout dans le monde. Pourquoi on s'intéresse à ce dossier, Moussa? Parce que nous ne sommes pas des Nigériens quand même. Nous nous intéressons à ce dossier parce que nous sommes tous... Ça se passe en Guinée. Des grandes gueules. Oui, ils sont passés à côté carrément de la plaque. Ça se passe en Guinée, nous nous intéressons à cela, et parce qu'il s'agit vraisemblablement d'une violation des libertés publiques. Pourquoi une violation? Voilà, c'est ce que j'aimerais expliquer. Il n'y a pas de raison véritable qui explique pourquoi est-ce que Fidelis Okafor a été expulsé. Ce qu'on lui a reproché pour un début, c'est qu'il a arboré des tenues traditionnelles de sa communauté. Et donc, chapeau et tout ce qui pourrait, les parures, tout ce qui s'apparente réellement aux habits d'un roi. Donc, on le voit dans les films nigériens, comment est-ce que les rois qui jouent les rôles d'acteurs s'habillent. Et donc, on lui a reproché d'avoir pris des photos vêtues de ces tenues avec des officiels guinéens. C'était le premier reproche qu'on lui a fait. Il y a eu des perquisitions dans ces boutiques. J'ai rappelé ces deux boutiques du côté de Dixie notamment. Et selon certains proches, il y a eu même des objets qui ont disparu après ces différentes perquisitions, $1000 et des vêtements. Je ne peux pas comprendre, avant de revenir au courrier, les échanges de courriers, parce que j'ai tous les courriers ici, entre le ministère de l'Intérieur, la direction de la police judiciaire, mais également le ministère des droits de l'homme, j'ai ces courriers ici. Vous allez comprendre que notre justice, je ne sais pas comment est-ce qu'elle travaille, on n'a pas d'égard réellement pour le ministère des droits de l'homme, mais en même temps pour la justice guinéenne. Alors, vous comprendrez que le monsieur, lorsqu'il a été détenu pendant 3 jours, le lendemain, il a été, à 2 h du matin, il a été expulsé sans son passeport, sans avoir pris ses effets, avec la tenue qu'il portait durant ces 3 jours. Et du coup, il rejoint son pays d'origine sans savoir ce qu'on lui reproche réellement. Vous allez voir les démarches qui ont été menées. Il y a son avocat qui s'appelle Maître Seni Kamano, qui a écrit au procureur de la République. Il dit ceci. Il dit notre client est retenu il y a maintenant 72 heures, alors qu'en application des dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale, le délai de la garde à vue ne peut excéder 48 heures.
Il dit, mais pour des raisons inavouées, les officiers en charge du dossier refusent de le déférer. À ce jour, le délai de garde à vue étant largement dépassé, la détention de notre client est devenue arbitraire et illégale pour des faits qui ne constituent pas d'infraction à la loi pénale. C'est pourquoi nous sollicitons votre intervention aux fins de dessaisissement en l'état de la direction de la police judiciaire. Ça, c'est au procureur. Le parquet du procureur a écrit à la direction, donc à monsieur le directeur central de la police judiciaire. Mon parquet vient d'être saisi par maître Séni Kamano, avocat à la cour, d'une demande d'intervention. Il résulte de la dite demande que son client, Fidelis Akwaba Okafu, commerçant de nationalité nigériane, domicile au quartier Dixine, aurait été arrêté détenu dans vos locaux disciplinaires depuis le 3 novembre 2015, au motif qu'il se ferait appeler par sa communauté roi. Il ajoute que cette application est consécutive à la désignation de son client par sa communauté Ibo, vivant en Guinée comme étant leur chef traditionnel. En vous rappelant les dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale, je vous demande de bien vouloir communiquer la dite procédure à mon parquet pour d'utiles dispositions à entreprendre dans l'intérêt de la loi. Voilà, vous savez, il y a les différentes catégories d'auditeurs qui nous écoutent. C'est comme si demain, on appelle Abakar Diallo, eh ben, le roi de Wassoulou, c'est ça? Oui, le roi de Wassoulou. Ok. Mais on a un empereur ici. Roi Saba est l'empereur du Wassoulou. Lui d'ailleurs, son empire s'étend un peu dans toute la sous-région. Oui, dans toute la sous-région. Oui, absolument. Alors, donc, ça a été écrit à monsieur le directeur central de la police judiciaire. Oui. C'était le 5 novembre. Le 6 novembre, on écrit également à monsieur le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Ce ministère est devenu le lieu de lamentation par excellence. C'est comme ce qui se passe en France. Ils viennent, vous lamentez, ils vous écoutent, il a envie de vous aider, mais réellement, il n'a pas de pouvoir coercitif. Il ne peut pas contraindre. Vous vous lamentez et puis il vous écoute, il essaie d'agir. Regardez ce que lui fait. Alors, quand on écrit, on explique les faits pour qu'il intervienne. Je ne vais pas lire tout ce qui a été dit, mais il note que malgré l'intervention, ce qui est encore plus grave, il note dans le courrier que malgré l'intervention de monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum, suite à notre courrier, à l'effet de faire cesser cette violation flagrante de la droits humains, monsieur Fidelis Akwaba Okafu est encore retenu illégalement par la police. La vérité est qu'il est juste arrêté, privé de sa liberté par la volonté de quelques cadres de la police pour être rapatrié sans aucun fondement et en totale violation des règles en la matière. En ce moment, il n'était pas encore rapatrié. Le ministre des Droits de l'Homme demande des précisions. Les précisions lui sont apportées par le courrier que j'amène. Le courrier date du 11 novembre 2015. On écrit également à monsieur le ministre des Affaires étrangères, puisque c'est une affaire qui risque de créer un incident entre deux pays, pour lui expliquer tout ce qui se passe, les dessous de cette histoire. Et au moment où cela est fait, le ministère des Droits de l'Homme dépêche l'un de ses cadres du côté de la police judiciaire qui part rencontrer, accompagné de maître Séni Kamano, qui part rencontrer les responsables. Le directeur de la police n'était pas son adjoint. Ils ont pris le soin de leur demander, mais qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur? Ce qui leur a été dit, c'est qu'ils n'ont grief contre le monsieur. On leur a juste confié monsieur Fidelis Akwaba Okafu. Puisqu'on leur a confié ce monsieur, donc ils sont obligés de le garder là. Le maître, au moment où ils échangeaient, au moment où le représentant non, je voulais dire qui leur a confié Okafu. Ce sont les hommes bien sûr de l'antidrogue la précision est importante. Déposé là. Au moment où oui, bien les clarifier. Et puis c'est quelle unité déjà? Il faut donner le nom de l'unité. Oui, mais le secrétariat général chargé de la lutte contre la drogue. Oui, mais il a été confié à quelle unité? Mais c'est l'unité de la police judiciaire. Je pense qu'il n'y a pas autre précision qui m'a été donnée. Mais c'est là où il a été déposé. Et au moment où ils échangeaient, le représentant du ministère des Droits de l'Homme et le directeur adjoint, l'avocat de Fidelis a pris le soin de regarder dans le registre. Parce que tous ceux qui sont... Mais Kibiro, dans tout ça, je veux dire, il a ses raisons quelque part. Regardez qu'il n'a pas je vais revenir sur les raisons qui ont été données par M. Thiebouro parce que je l'ai eu au téléphone. Il m'a expliqué. Au moment où on échangeait, ils ont regardé dans le registre parce que tous ceux qui sont déférés du côté, qui sont retenus du côté de la DPJ, il y a un registre qui porte non seulement leur nom, le numéro, mais également les motifs pour lesquels ils sont là. Et Fidelis Akwaba n'avait pas son nom dans le registre et on ne savait pas pourquoi est-ce qu'il a été retenu là. Le représentant du ministre des Droits de l'Homme a fait son compte rendu à son ministre, qui a eu des échanges avec un responsable notamment le colonel, on me cite le nom du colonel Mara, qui est l'adjoint du directeur national de la police,
qui aurait confié au ministère de l'Homme que le dossier, c'est un dossier qu'on leur a confié, ce sont des ordres donc il doit obéir parce que son ministre n'est pas encore là, le ministre de l'Intérieur, donc il ne peut pas pour l'instant obtempérer. Ça, c'était à la demande du ministère des droits de l'homme. Et donc, au moment où tout cela se faisait, cette même nuit, puisque les pressions devenaient assez intenses, cette même nuit, aux environs de 2h, 3h du matin, on a fait faire vite des formalités extrajudiciaires parce que le procureur n'étant pas informé, parce que ses avocats n'étant pas informés, aucun membre de sa communauté, aucune famille n'était informée, n'ayant même pas eu le temps d'aller prendre ses effets. Cette même nuit, le monsieur a été mis dans un avion et rapatrié dans son pays d'origine. Qu'est-ce que Kebro vous a dit, Moussa Moïse? Kebro dit qu'il s'agit pour des raisons d'État. Pour des raisons d'État, donc des raisons d'État suppose qu'il y a... Le procureur n'est même pas informé d'une raison d'État. Des raisons d'État suppose qu'il y a de graves risques à la sûreté de l'État, de graves risques aux libertés publiques. Mais j'aimerais... Ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'en France, il y a eu quand même plus de 120 morts. Mais 129. Vous allez voir que toutes les enquêtes sont sous le contrôle du procureur. Ouais. C'est lui qui fait la communication. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts, mais on n'a pas soutenu la justice. C'est la justice qui doit agir. Au jour d'aujourd'hui, puisque nous avons incidenté cette histoire sur le plan médiatique, on organise quelques petites réunions. On cherche à savoir quelles sont les personnes au sein de la communauté qui ont filé les informations à Moussa Moïse. On essaye d'intimider certains. Moi, je ne sais même pas qui on appelle le président de la communauté. Les grandes gueules. C'est pas la peine d'intimider les gens. Et la réunion qu'ils ont organisée, c'est pas la réunion qui a été convoquée par l'ambassade du Nigeria. C'est une portion des ressortissants. C'est l'association. C'est l'association. Ils ont décidé au cours de cette réunion que sur 6000 Nigérians, il y a beaucoup qui ne sont pas en règle et donc eux ne se sentent pas concernés par le monsieur par le cas du monsieur qui a été rapatrié. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là, Djibril? Je vais juste résumer en disant que si on y prend garde, parce que le monsieur est également en train d'agir du côté du Nigeria afin de saisir la cour de la CEDEAO, si on y prend garde, on risque de cautionner une injustice. Et l'exemple le fait que le procureur ait écrit à la DPJ et qu'il n'y ait pas eu de suite, je pense que ça ne peut pas rester sous silence. C'est assez grave pour notre pays. Il faut que ce monsieur soit rétabli dans ses droits. Allez-y. Ça m'étonne d'autant plus parce que les officiers de police judiciaire sont placés sous le contrôle du procureur général et sous la surveillance du procureur, sous le contrôle du procureur de la République et sous la surveillance du procureur général selon le code de procédure pénale. Mais Lamine, ce qui m'étonne, me sidère en plus, c'est le délai de garde à vue qui a été violé. Parce qu'en droit, la forme commande le fond. Rien que par cette violation... C'est que 72 heures. Mais non, c'est 48 heures. Je pose des questions. Oui, je comprends. Non, je ne m'enflamme pas. Voilà. Comprenez mon sentiment quand je vois une violation flagrante de la loi. C'est 48 heures, mais ce délai peut toutefois être prorogé sous réquisition du procureur de la République. Et il peut d'autant être prorogé lorsqu'il s'agit d'une affaire touchant à la sûreté de l'État. Ce qui, à mon avis, au regard des faits exposés par Moussa Moïse, ne semble pas être le cas. Il y a un monsieur qui a été arrêté. C'est normal qu'il soit détenu pendant 48 heures, mais au-delà de ces 48 heures, normalement, ce monsieur devait être relâché. Ça n'a pas été fait. Le procureur de la République, duquel relèvent normalement les officiers de police judiciaire, il a donné des instructions pour que le monsieur soit libéré. Ça n'a pas été le cas. Bon sang de bon Dieu, Moussa a bien fait de citer l'exemple français où il y a eu une attaque d'une ampleur sans précédent, mais seul le procureur de la République a habilité à communiquer. Et Lamine, pour finir, je vais vous dire à vous, ce n'est pas sous l'autel de la lutte contre la drogue qu'on doit fouler au pied les règles, les textes de loi. Il faut dire à Kebro, certes, il a une feuille de route, mais cette feuille de route doit se faire dans les limites du respect de la légalité. Sinon, lui-même, il va subir les rigueurs de la loi. Voilà, merci beaucoup, Djibril. Non, mais je vais vous dire un truc en deux mots très facilement. Vous savez, ici, on aime dire procureur de la République, procureur de je ne sais ceci, de je ne sais cela, qui n'ont aucune puissance. Les textes de loi sont là. Il faut pas aller sur un terrain miné, non, je ne vais pas sur un terrain miné. Je ne vais pas entrer. Non, attendez. Je ne vais pas trop commenter cette affaire parce que je ne la maîtrise pas. J'ai pas mis les enquêtes. Mais moi, là où il y a un problème, c'est pourquoi des hommes à un tel niveau de responsabilité comme procureur de la République,
qui doivent contrôler des procédures judiciaires n'ont pas la puissance qu'il faut. C'est-à-dire n'ont pas la force d'imposer la loi. Il faut vous poser cette question. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent ici qui ne sont pas réglées dans les règles de l'art. Il y a des accointances entre les procureurs et même quelques petits policiers qui voient des petits sujets, et il y a des back-cheats qui sont partagés. Comment voulez-vous que ce procureur-là ait de la puissance et impose des règles, le respect des règles à un petit policier quand il sait qu'il a fait des affaires avec lui? C'est important de préciser ceci. Les lois, non Ahmed, les lois sont là, les procureurs savent qu'ils doivent les faire appliquer, mais ils ont perdu de leur... parce qu'eux-mêmes sont mouillés dans de sales affaires. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à faire respecter la loi. C'est ce que je voulais préciser. Ouais, mais voilà. En attendant de savoir dans les gardes à vue ne sont jamais respectés. Les lettres sont écrites, sont adressées à des services. Ces lettres ne sont jamais mises en application. Posez-vous beaucoup de questions. Les lettres sont dûment en forme. Les lois sont citées dans les lettres. On fait injonction d'application de ces de là-haut. Les décisions ne sont jamais respectées. Pourquoi les décisions ne sont jamais respectées? Vous pensez que c'est pas... Les gens n'ont simplement pas envie de ne pas respecter les décisions, ou alors ils ne les connaissent pas. Ils les connaissent très bien, mais les raisons qui font qu'ils ne les respectent pas, c'est parce que la hiérarchie elle-même a perdu de la puissance. La hiérarchie a démissionné dans l'application des lois. La hiérarchie n'a pas la puissance. Merci Roby. Je pense que voilà, c'est important, et attendant qu'on ait des preuves que ces procureurs ont trempé dans tel ou tel... Je pense que faut être prudent là-dessus, mais c'est une affaire qui sent de la magouille et qui met en évidence les dysfonctionnements dans notre pays. Et tout à l'heure on parle là de l'ONT et du ministère, donc du ministère des tutelles. Précédemment on a parlé de ce marché là qui a agité le milieu des marchés publics. On n'a pas encore agité. C'est totalement fini parce qu'on attend le président où l'institution régulatrice. L'institution, tout est ramené aujourd'hui, tout est relié à la personne du président de la République. C'est un véritable problème de gouvernance, et je pense que à l'orée de ce second mandat, le président réélu, le professeur Alpha Condé, a besoin donc de rabattre vraiment les cartes pour faire en sorte que les questions de gouvernance, les questions de conflit institutionnel soient réglées et définitivement. Sinon, ça déteint ce... Et vous voyez ce qui se passe, c'est qu'on essaie de bypasser complètement les procédures judiciaires et on expulse un citoyen de la CEDEAO qui quand même jouit de la mouvement de circulation dans l'espace CEDEAO. Donc il y a anguille sous roche. Précédemment on écoutait, on a eu colonel Tiegoro Anof qui nous a dit que ce ne sont pas ces services qui ont expulsé ce Nigérian au Cafor. Qui a pris la décision finalement? Qui a expulsé? On sait que le monsieur a été détenu pendant longtemps au niveau de la direction de la police, de la direction centrale de la police judiciaire, et alors qu'il n'y avait aucun motif réel, et aucun reproche valable ne lui était fait. Et on ne peut pas expulser un citoyen parce que il est le roi d'une partie de sa communauté. Il faut quand même préciser les Iwo, et on ne peut pas l'expulser parce qu'il s'est affiché lors des cérémonies avec des officiels. Il n'y a qu'une raison valable. Tout ça, c'est vraiment des vêtis. Ça déshonore notre État, la République. Je pense que les grandes faire un peu de sérieux. Et l'autorité de la justice a été sapée, clairement, je l'ai dit. Parce que on vient de violer une des libertés fondamentales. Vous savez, il y a une différence entre liberté fondamentale et liberté publique. Les libertés publiques sont encadrées par les textes de loi. La liberté d'aller et de venir est consacrée par les textes de loi, notamment de la CEDEAO, mais aussi c'est une liberté fondamentale. Ça vient d'être violé. Il faut rétablir l'autorité de l'État en donnant à la justice les moyens d'agir. Il y a une instruction du procureur qui a été donnée, qui n'a pas été respectée. Il faut en tirer les conséquences qui s'imposent du fait des agissements de certains dans cette affaire. Bien. Allez, les juges reviennent dans un instant. Les grandes gueules d'Adafo Média, le talk show qui fait trembler les politiques. Les grandes gueules, c'est à coup de scoop et révélation. Les grandes gueules ont forgé l'image des pourfendeurs anticorruption, malgré les critiques des politiques et d'une partie de la presse en Guinée. Les grandes gueules, c'est fait une spécialité depuis plus de 5 ans, des enquêtes qui ont ébranlé le sommet de l'État. À suivre tous les jours sur Adafo Média et l'ensemble des réseaux partenaires. Les grandes gueules.
tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. On revient dans un instant, évidemment. Tibou Camara s'exprime ce matin chez les GG. Les cartes qui vont être redistribuées et le paysage politique guinéen et qui va se redessiner au sortir de l'élection présidentielle. Oui, on va en parler dans un instant avec Tibou Camara, ancien ministre d'État sous la transition, qui va s'exprimer ce matin chez les GG. Et puis on va s'intéresser aussi à ces vrais gens, la CMIS et le commissariat central de Matoto, accusés par le boucher du marché de Matoto de confisquer leur lieu de vente depuis le 2 septembre dernier. L'affaire est devant la mairie de Matoto qui à son tour parle de mesures dissuasives de circonstances en attendant donc la construction d'une boucherie moderne. Du côté de l'ENT, c'est pas la fête du tout. Là, junior dans tous ses états. On en parle dans un instant sur Espace. Une star, une philosophie, une ferveur, un souvenir. La qualité a un prix, l'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Adafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service toute la saison. Bienvenue sur Adafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Adafo Média. Le futur, vivons-le ensemble.